Et voilà. Alors, bienvenue tout le monde. J'ai l'honneur d'être facilitateur et de présenter ma présentation sur l'évaluation du rapport qualité-prix de réseau de sérosurveillance. Et j'ai vu toutes les autres conférences aujourd'hui qui s'agissait de la valeur ajoutée. Je m'appelle Jonathan Campbell. Je suis professeur adjoint à l'Université McGill, ici, au département de médecine et au département de santé publique et mondiale. Je suis directeur associé du Centre international de lutte contre la tuberculose. Il y a des gens qui m'appellent épidémiologiste, économiste. Je fais les deux. J'ai fait beaucoup de travail avec l'OMS et avec la Banque mondiale en ce qui a rapport avec la COVID. Et je travaille auprès d'un groupe sur l'efficacité des coûts. Alors, voilà, oups. Bon, alors, les divulgations. J'ai reçu des honoraires de consultants de l'OMS, donc vous pouvez avoir des opinions par rapport à cela, et aussi avec la Banque mondiale. J'ai pas reçu donc d'argent pour le travail présenté aujourd'hui, on peut en parler plus tard. Le contenu présenté aujourd'hui est le fruit d'une collaboration avec plusieurs autres personnes, Sherry Kelly, Caroline Wagner, Kate Hankins, Alton Russell, Pariva Barral, Erin Pindi, Olivier Oxade, Doug Manuel, Chantal Pabrun et Tim Evans. Alors, je présente au nom du groupe. Donc, toutes les critiques devraient diriger vers eux et non seulement à moi. Alors, on va définir des éléments du réseau. Comment est-ce qu'on met sur pied un réseau? On parle donc d'un réseau intégré par Canadien qui aurait donc qui se disposerait des produits sanguins résiduels par le biais des tests et de dons. Le processus, eh bien, les institutions du réseau transféraient une partie de leurs produits sanguins résiduels à une biobanque nationale en vue de leur stockage. Les échantillons physiques seraient mis en biobanque au sein des institutions, au sein des établissements, mais les métadonnées sur les échantillons telles que les informations démographiques et cliniques sont disponibles au niveau central. Alors, il y aura donc des obstacles liés à la gouvernance, aux liens de consentement et aussi à la représentativité et la capacité qui seront abordés dans d'autres exposés. Il est important de réaliser la vraie valeur de notre réseau potentiel. Lorsqu'on regarde, il y a 32 réseaux de surveillance de la santé en ligne qu'on voit ici. Il y a environ 70 maladies au registre public des maladies. Il y a donc l'hépatite, ABC, etc. Mais ces maladies ne sont peut-être pas pertinents pour la surveillance. Leur structure verticale peut entraîner une duplication des efforts et des redondances où on dépense de l'argent sur des programmes multiples, où il y a un bassin de ressources pour bâtir une structure horizontale qui pourrait être plus efficace, en fait. Donc, quel est le coût? Pour ces organismes, j'ai regardé le budget de la SPC qui est difficile à voir. Donc, pour les postes dont la relève de surveillance est de 200 à 300 millions de dollars et seulement une partie serait consacrée aux activités de surveillance. Une compilation de données relève la compétence provinciale et territoriale et non pas fédérale. Combien est-ce qu'on dépense sur nous? Est-ce que les gens le savent? Si oui, vous pouvez m'en parler parce que on pourrait... Il y a des gens qui ne veulent pas parler de combien ils dépensent, mais ça pourrait nous aider. La sérosurveillance avec la diagnostic des agents pathogènes peut remplacer certaines activités et compléter d'autres activités importantes. Ça peut nous donner des informations complémentaires. Ce n'est pas donc un réseau, c'est un réseau complémentaire. On devrait regarder ça comme ça. Donc, il n'y a pas de remplacement pour la sérosurveillance. C'est donc, ça peut identifier les fardeaux de maladies évitables par la vaccination, identifier les groupes à haut risque, comprendre la protection vaccinale, soutenir la modélisation et évaluation économique. Et il y a, dans quelques pays, les sérums résiduels sont à l'œuvre. Mise en œuvre, c'est-à-dire, et nous avons parlé d'ajouter de la valeur, on ne réinvente pas la roue ici. C'est une chose importante dans laquelle il faut investir.
Il y a aussi donc un coût-bénéfice défavorable pour les maladies rares ou émergentes. Comme les structures verticales de surveillance des maladies, même les plus courantes, peuvent être peu rentables, les activités de surveillance spécifiques aux maladies rares peuvent être coûteuses. Alors, on présente cela aux cliniques et on soupçonne qu'il faut tester les diagnostics de pathogènes reposant sur les sangs résiduels peut assurer une surveillance plus complète grâce à des économies d'échelle. Donc, les coûts plus faibles de traiter ces maladies de façon individuelle sera moins grand que, par exemple, d'autres. On parle donc de Mpox, malaria, la maladie de Lyme, échinococcus. Il y a des maladies pour lesquelles j'ai dû faire des recherches. Notre nature au Canada, c'est une nature assez passive. Voici donc la tuberculose qui est mis sur graphique. On voit donc au Canada la ligne supérieure et en bas la ligne inférieure, les États-Unis. Notre délai pour la tuberculose peut aller jusqu'à 60 mois. C'est aux 30 mois aux États-Unis. Alors, en ce qui a donc de la surveillance des maladies infectieuses au Canada, il est en grande partie un effort passif, sans doute est rendu plus difficile par le rapport des 13 provinces et territoires. Il y a à peu près 50 États aux États-Unis, n'est-ce pas? Il y a Porto Rico et des territoires, etc., qui évitent de payer des frais. En tout cas, donc, ça veut dire qu'il y a des délais en ce qui a de la surveillance. Il y a des retards considérables, des difficultés pour les programmes de prendre des décisions. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui que de prendre ces décisions-là. Nous manquons de vision. Notre système de maladies de déclaration obligatoire qui compte plus ou moins 70 maladies à déclaration obligatoire ne prennent pas en compte les personnes asymptomatiques qui présentent des symptômes non spécifiques ou qui ne se présentent jamais à la clinique. Connaissons-nous vraiment la taille de la population sensible aux maladies contre lesquelles nous vaccinons les enfants? Et est-ce qu'on a besoin de répéter les erreurs du passé? On sait que la surveillance est un point faible au Canada. Il y a eu donc SRAS 1, H1N1. On a besoin de plus de surveillance pour les pathogènes. On est là parce qu'on y croit. On ne peut pas répéter les erreurs du passé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça prendrait? Je ne suis pas là pour vous donner donc un budget. C'est assez difficile et je vais vous dire pourquoi. Mais l'investissement au début n'est peut-être pas aussi grand qu'on aurait cru parce que, en fait, les institutions du réseau peuvent dire, eh bien, on veut participer à une infrastructure biobanque qui est déjà en place. Il y a aussi des provinces et territoires qui ont un établissement déjà en place, mais ça prend des centaines de millions pour avoir un biobanque et on peut peut-être éviter ces coûts-là. Si on veut avoir, par exemple, de nouveaux congélateurs ou avoir donc des rénovations pour mettre à niveau les établissements, on peut le faire. On peut essayer d'avoir des générateurs et UPI. Je ne dis pas que les coûts marginaux ne soient pas importants, mais on ne parle pas de rien. Qu'est-ce qui va arriver? À chaque année, nous avons regardé donc le biobanque au Royaume-Uni et on sait qu'il faut dépenser de l'argent sur la gouvernance, la gestion des données, le transport des échantillons, la gestion du site, la plateforme des recherches et analyses. Il y a donc des coûts annuels d'exploitation, le traitement des échantillons, EPI et d'autres consommables. Il y a des coûts récurrents. Et au sein de cette biobanque, on investit environ pour 25 millions de livres sterling en dépenses. C'est une grande biobanque. Si on va s'y rendre, c'est beaucoup d'argent, mais la biobanque a une valeur massive. On a peu
On a pu cartographier, par exemple, les projections pour l'avenir en matière de démence. Les choses qu'on ne pensait pas possibles avec la biobanque sont possibles aujourd'hui. Alors, les défis de l'évaluation et de l'optimisation des ressources, il y a d'abord, dans les évaluations traditionnelles de retour sur investissement ou de l'optimisation des services, les activités spécifiques à une maladie. Normalement, donc, il y a d'abord un investissement du système de santé dans la lutte contre la tuberculose, la mise en œuvre et l'extension des activités de dépistage et la prévention de la tuberculose ont réduit donc l'incidence de la maladie, retour à la société s'ensuit avec une réduction des coûts de diagnostic et de traitement de la tuberculose et de la perte de productivité. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la tuberculose. Ici, on a le verre et qu'est-ce qui sort? Eh bien, il y a quelque chose qui sort de l'autre côté. Il y a donc un millipède ici qui nous fait obstacle dans la sérosurveillance. Quel type de retour sur l'investissement peut-on attendre d'un investissement dans la formalisation d'un réseau intégré de sérosurveillance au Canada? À quel point est-ce que nous sommes ambitieux? Est-ce que nous allons utiliser le réseau à son plein potentiel? Les données générées seront-elles utilisées? Peut-être qu'on ne réalise pas la valeur et on ne passera pas aux actes après. Les inventaires de la PCR qui ont développé spécifiquement pour la drépanocytose, avaient-ils conscience de son immense potentiel, sa vraie valeur? Les gens disaient par après que ça pouvait être une technologie merveilleuse. La sérosurveillance pourrait être la même chose. Quelle valeur pourrait avoir un système intégré de sérosurveillance? Le savons-nous? Est-ce que ça pourrait être donc utilisé par l'IA ou l'apprentissage par les machines? Aussi, comment on a structuré notre cadre de proposition du point de vue de la santé publique. Il y a déjà des entrants disponibles, des échantillons du sang, il y a des donneurs ou les sérums résiduels qui sont là. L'infrastructure technique est là et l'expérience vécue est en place. Nous avons du savoir-faire en ce qui concerne la gestion des données, la gestion des droits de la vie privée. On aura besoin d'infrastructures physiques, de biobanques et l'entretien, stockage et analyse des échantillons, gouvernance, surveillance, gestion des données. Ce sont donc des considérations marginales, si on veut. Une fois qu'on aura un réseau Emmanet, il va falloir donc surveiller la maladie endémique, détecter les pathogènes émergents, découvrir et évaluer les biomarqueurs de maladies, surveillance des maladies évitables par la vaccination. Il y a donc environ 6 champs d'activité qui peuvent bénéficier la santé publique, qui va nous aider à répondre donc à la planification, aux crises, nous aider à planifier, prévenir les pandémies. On peut avancer la recherche et le développement et améliorer la santé et productivité de la population. La charge de morbidité dans toutes les provinces et territoires, on a des données et on estime qu'il y a environ 20 maladies chroniques. Les déchets sanguins pourraient être mis à contribution pour les bases de données. Basées sur le diagnostic confirmé en clinique, les produits sanguins peuvent identifier le fardeau non diagnostiqué, et ce par des modèles statistiques pour voir la prévalence sous-jacente de ces maladies-là. On peut aussi utiliser les données administratives pour estimer la charge de morbidité. Les contaminants chimiques et environnementaux. L'exposition humaine aux contaminants chimiques et environnementaux peut
être activement surveillés grâce aux produits sanguins résiduels. Les données de base sur la localisation des spécimens peuvent aider à identifier les zones où un échantillonnage plus intensif de l'environnement. Il s'agit d'une opportunité de valeur. On peut s'en servir pour caractériser les disparités en matière de santé, même avec les informations démographiques de base, l'âge, sexe, la race, ethnie, FSA. Les sangs résiduels peuvent permettre d'identifier et même mettre en évidence les disparités en matière de santé. Les disparités dans le sous-diagnostic ou la reconnaissance de certains états de santé peut être mieux reconnue grâce aux produits sanguins résiduels. Ce sont donc des domaines où on passe à côté de la traque, où on ne teste pas, ou pas comme il faut. Il peut y avoir donc des produits sanguins où on pourrait tester. Les enquêtes sur la santé de la population, il s'agit donc d'entreprendre une grande œuvre. Quand on fait ça, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps. On pourrait avoir une représentativité avec un réseau intégré de sérosurveillance. Si on pouvait faire appel à un bon nombre d'établissements dans les provinces et territoires, au moins un établissement par territoire, et avoir des procédures en place pour un échantillonnage entre les établissements participants, on pourrait gagner du temps, les participants. Donc, on pourrait dire qu'on prend 25 vient du Yukon pour les bioéchantillonnages. Ce n'est pas tous les échantillons qu'on prélèverait au Canada. On voudrait prendre des échantillons de façon représentative, plus représentante. Donc, on peut aussi faire une contribution donc, aux enquêtes sur la santé. On peut tester mon sang pour X, Y, Z. On n'a pas à se rendre en clinique pour donner du sang. Les gens peuvent gagner du temps et on peut gagner, et aussi on peut économiser de l'argent. On peut faire une contribution aux activités mondiales de sérosurveillance au-delà de nos frontières. Une riche bibliothèque d'échantillons sanguins peut être mise à profit pour contribuer aux activités internationales de sérosurveillance, la surveillance de l'immunité de la population contre les maladies prioritaires, l'évolution de la prévalence des maladies chroniques mesurées par le biomarqueur sanguin et l'émergence de maladies à potentiel pandémiques peuvent être aussi surveillées. Une autre présentation que j'ai faite est sur cette diapo. La capacité de regarder en arrière et d'apprendre de nos expériences est sous-estimée. Ça a une valeur immense parce qu'on peut regarder l'évolution des infections émergentes. Comment est-ce que ça s'est répandu au sein des populations, surtout quand il y a déjà des entités en place. On peut mieux comprendre donc comment les infections endémiques ont progressé au sein des populations et mieux comprendre les risques et corrélats de la protection pour identifier les modèles de biomarqueurs associés aux risques et à la protection. Ainsi, on peut soutenir l'immunologie de précision. Il y a des économies d'échelle à réaliser. Les tests sérologiques dans les sites provinciaux ou territoriaux centralisés peuvent être réalisés. Il peut réaliser des économies d'échelle, donc en centralisant donc les connaissances et compétences, l'infrastructure, les coûts. La centralisation du savoir-faire en matière des tests sérologiques permet de simplifier la normalisation des choix de tests et des procédures dans les institutions du réseau et d'obtenir une qualité constante. L'harmonisation de nos logiciels peuvent aussi améliorer nos façons de faire. Les systèmes ne seront peut-être pas achetés pour toutes les institutions du réseau, ce qui peut également améliorer la vitesse d'analyse des spécimens. Et donc, les efficacités au niveau des coûts peut être réalisées. Les institutions du réseau et de la biobanque créeront
abriteront les spécimens bien caractérisés, ce qui les rendra idéaux pour le développement des panels de référence pour la mise au point et l'évaluation d'essais. La mise en biobanque continue des spécimens peut permettre de développer facilement des spécimens positifs et négatifs dans les panels de référence avec une représentation de diverses populations au Canada. Les matériaux sont essentiels pour développer les essais, évaluer ceux qui sont sur le marché. Alors, il y a une valeur ajoutée de réseau en termes de normalisation. Et maintenant, le maintien des compétences de base. Donc, main-d'œuvre comme ça peut maintenir 4 compétences de base. Moi, je ne me considère pas comme étant travailleur dans le domaine de la santé, mais j'ai travaillé sur la recherche de la tuberculose, le partage des données et l'évaluation de la protection de la vie privée, le développement et la normalisation des diagnostics et des thérapies sont des éléments qu'on perd souvent en temps de paix, mais la surveillance et la recherche peut être mise à contribution en temps de paix. Mais nous pouvons être un canal crucial pour l'échange des connaissances et d'informations, joue un rôle central dans le développement d'un personnel hautement qualifié. La recherche ainsi que l'analyse épidémiologique de routine, la surveillance et le travail de laboratoire offriraient des opportunités au sein du réseau pour soutenir le maintien du personnel et fournir de l'expérience à la prochaine génération. Le réseau a le potentiel de devenir un centre important pour la recherche et le développement en matière de santé publique et de la biotechnologie, répondant ainsi à des besoins essentiels dans le contexte canadien. La capacité peut être maintenue en temps de paix ou en temps normal pour nous permettre d'être mieux préparés pour la prochaine urgence. Une grande plateforme de recherche abriterait donc une bibliothèque riche et représentative de produits résiduels provenant de l'ensemble du Canada. Il peut être aussi un environnement idéal pour la recherche et la formation. Il peut donner aussi la possibilité pour des individus de développer des compétences uniques par le biais de stages et de contrats de formation. Les universitaires et les industriels peuvent s'appuyer sur le réseau plutôt pour demander l'accès aux spécimens afin de mener des recherches ou de développer de nouveaux diagnostics thérapeutiques. Ça offre donc un modèle de recouvrement de coûts probablement très important pour la durabilité de l'intégration de la recherche dans le mandat du réseau. Alors, notre expérience pour la prochaine urgence, au-delà de tous les autres avantages, il est extrêmement utile d'avoir l'expérience dans la réalisation d'études de sérosurveillance. L'étude de sérosurveillance, de la CSC a été approuvée en avril 2020 et les résultats seront disponibles en août 2020. C'est presque 3 fois plus rapide que la moyenne de toutes les études du GTIC. L'expérience et la possession des spécimens est possible, la représentativité est un problème, mais il pourrait être résolu à l'intérieur du réseau. L'expérience nous donne des dividendes en ce cas de livrer la marchandise en temps important. Quant à la diminution de l'immunité induite par les vaccins, on en a parlé aujourd'hui. Parfois, on comprend mal la protection à long terme. Par exemple, il y a la rougeole. S'il est probable que l'immunité dure toute la vie, dans de nombreux cas, il est probable que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. 80% des enfants ont reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole avant leur 7e anniversaire. Mais on peut ne pas être au courant de la population qui est non vaccinée et susceptible à l'infection. La plupart des coûts associés aux épidémies de rougeole proviennent de la réponse de santé publique requise. Environ 2 tiers
des coûts sont associés donc à la réponse par la santé publique. Ensuite, la perte de productivité en cours des coûts. La taille des épidémies de rougeole varie, mais une épidémie de 10 personnes entraînerait des coûts d'environ 650 000 $ canadiens d'un point de vue sociétal. En 2019, les 113 cas de rougeole auraient pu coûter 7 millions de dollars. La connaissance des poches susceptibles pourrait permettre de lancer des efforts de revaccination et d'éviter ou atténuer les épidémies et les coûts qui y sont associés. Mais il faut se servir de nos données, n'est-ce pas? Alors, il y a des questions par rapport à la nécessité de vaccination ou de revaccination selon les saisons. La nécessité et la fréquence de la vaccination contre les virus respiratoires saisonniers reste incertaine. Il y a toujours de la discussion par rapport à la grippe, l'influenza et d'autres groupes, SRAS-CoV-2. Un réseau intégré de sérosurveillance pourrait fournir des informations sur la sensibilité des populations avant et pendant les pics de circulation du virus qui pourraient permettre d'identifier les populations et les zones géographiques qui bénéficieraient d'une vaccination ou d'une révaccination. Cette surveillance pourrait être axée sur les groupes à haut risque. Le coût d'hospitalisation COVID-19, c'était environ 25 000 $ par séjour et environ 10 000 $ après COVID au cours de la première année. Les coûts liés à la grippe s'élèvent à environ 15 000 $ par séjour. Les coûts évités peuvent être mis en balance avec les coûts de l'analyse des sérums résiduels pour étayer ces efforts, ainsi qu'avec les coûts des campagnes de vaccination qui pourraient être de l'ordre de 50 à 100 $ par dose administrée, tous les coûts confondus. Il y a de l'incertitude supplémentaire, par exemple, car il n'y a pas de déficit d'immunité à combler. On peut améliorer l'efficacité de l'allocation des ressources ou placer au mieux l'argent des soins de santé. C'est un débat permanent et sans fin. Ces dollars de santé précieux doivent être mis à contribution au bon endroit, bien sûr. La diabète a une prévalence de 9,3 % estimée par le système canadien de surveillance des maladies chroniques. Un réseau intégré de sérosurveillance pourrait compléter ces données et potentiellement identifier les personnes les plus exposées au risque de diabète et quantifier le fardeau de diabète non diagnostiqué. Par exemple, on pourrait se servir des échantillons longitudinaux où on sait que le coût annuel est environ 1,5 à 2 milliards de dollars pour les personnes atteintes de diabète. Les données de réseau pourraient contribuer à motiver les nouveaux investissements dans la prévention. Les infections émergentes, par exemple, l'hépatite C, on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont atteintes. On connaît seulement un petit pourcentage. Étant donné donc la fréquence des infections asymptomatiques, l'absence de recours aux soins pour les symptômes non spécifiques, il est probable que la surveillance sanguine puisse détecter les changements épidémiologiques avant que les diagnostics cliniques ne le fassent. On peut avoir ainsi une réaction plus rapide et l'allocation des ressources pourrait réduire le risque d'épidémie. On sait que lors donc de la pandémie de SRAS-2, on avait des résultats en mars 2020. Si on avait plus que CBS qui était à bord, on aurait moins de temps d'urgence. Si on avait pu améliorer l'administration des vaccins, combien de décès et d'hospitalisations auraient pu être évités si on avait un réseau national de surveillance et que ce réseau avait prévenu 1% de tous les cas de COVID, 1%, les économies pour la société auraient été de 70 à 500 millions de dollars par année. Des coûts médicaux directs, 80 millions
hospitalisation pour les infections symptomatiques, les gens qui doivent rester à la maison et tout ça, beaucoup plus. Alors, c'est une valeur sérieuse. Et bien entendu, on peut s'en servir pour soutenir la modélisation et les prévisions épidémiologiques quand les systèmes de tests de cas aigus sont surmenés. On peut quand même mieux comprendre la protection, la répartition des vaccins, l'efficacité des différents NPI, des questions qui pourraient être controversées. Et là, un réseau intégré aurait pu être utile au niveau de la compréhension, surtout si c'est pan-canadien. Dernier diapo, je pense que c'est clair qu'il y a un besoin, tout le monde le croit ici, il faut mettre en place une surveillance complète au Canada et dans d'autres pays. Les systèmes de diagnostic bénéficient d'économies d'échelle, remédient à certaines inefficacités des programmes verticaux. Les produits sont déjà collectés, il n'est pas nécessairement nécessaire de côté des gens. Les institutions membres disposent déjà d'une infrastructure et on peut économiser beaucoup d'argent, des centaines de millions, si on travaille ensemble. Alors, il faut profiter pleinement du réseau pour débloquer ces sources de valeur. Il faudrait établir des priorités. Et les cas d'utilisation en situation d'urgence sont nombreux et l'expérience acquise en temps de paix permet une mise à l'échelle rapide et la production de données lors de la prochaine situation d'urgence. On n'a pas besoin de rebâtir les choses tous les 10 ans. Clairement, on peut ajouter de la valeur en faisant du maintien. Je vais m'arrêter là, j'appuie sur le mauvais bouton. Bon, alors voilà, on va passer à la discussion en panel. Je vous remercie. Je vais présenter les membres du panel. Alors, Caroline, je vais vous inviter à venir à l'avant. Elle est professeure adjointe au département de biogénie. Elle a fait un doctorat en biomécanique à MIT. Elle a fait son postdoc à Princeton en modélisation mathématique des maladies et l'interaction entre les pathogènes et les fluides biologiques et les interactions sur les dynamiques. Elle fait partie du net. Sherry, qui est en ligne, je crois. Sherry, du moins pour moi. Oui, je la vois ici. La première canadienne et rédactrice en chef de Lancet. Elle a un doctorat en modélisation des maladies infectieuses. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans l'accélération des réponses sanitaires mondiales en matière de VIH, de tuberculose et de paludisme, de santé maternelle et infantile. Elle s'intéresse à la prévention des maladies, l'économie de la santé, le changement climatique et la santé. Elle a dirigé des projets de santé publique importants dans plus de 30 pays, notamment au niveau de l'OMS, du Fonds mondial, de la Banque mondiale, des CDC et de diverses initiatives de la Fondation Bill et Melinda Gates. Bon, il y a quelqu'un qu'on m'a demandé de ne pas présenter parce qu'on la connaît tous et toutes. Voilà, on va voir une brève discussion avec animation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se porter volontaire pour animer? Bon, Caroline, lire votre visage, ça va être vous. Vous êtes modéliseur de maladies infectieuses. Bon, j'ai mentionné des valeurs ajoutées, mais qu'est-ce qu'un tel réseau offrirait pour vous? Oui, je suis modéliseur. Au même titre que vous avez dit, vous n'êtes pas économiste. Moi, j'en ai fait, c'est sûr, mais pour revenir à ce qu'on a dit, on a entendu plus tôt, la question était, est-ce qu'on présente des choses comme de la recherche ou de la santé publique? De moins de prévu. Bon, j'apprends beaucoup de choses sur les détails de la collecte et le côté santé publique. Mais pour moi, c'est très clair que les données
que Emanette recueillerait serait tellement appliquée à tellement de questions de recherche. Et c'est pour ça que je suis tellement favorable et que je veux soutenir son développement. Pour moi, c'est clair. Il y a le côté santé publique, mais ça a contribué beaucoup à la modélisation ici. Et pour moi, c'est très clair. En fait, il y a un panel demain sur l'utilisation des sérodonnées dans la modélisation, où je vais expliquer ça de façon plus cohérente, avec diapo à l'appui. Mais le travail que je fais du côté de la biogénie et de biophysique, bon, les pathogènes circulent dans les bioliquides et ainsi de suite, le rôle des anticorps. Bon, on peut quand même comprendre la kinésie et les dynamiques dans le corps, tellement utile de ce point de vue-là aussi. Je parlais des collègues, ce n'est pas un problème qui nous est propre, mais essayer d'estimer des paramètres qui sont liés aux infections ou aux transmissions. Ça devient tellement difficile quand vous n'avez aucune idée des réels, du nombre de cas réels. C'est vrai qu'on peut faire un calibrage en fonction des admissions aux hôpitaux, mais les paramètres ne sont pas toujours très utiles parce qu'on ne sait pas exactement combien ont été de réelles infections. Alors, ça peut inférer les modèles de toutes sortes de façons. Et pour moi, il n'y a pas de doute, ces données alimenteraient très naturellement tellement de choses. Bon, merci beaucoup, Caroline. Kate, pour changer de registre, excusez-moi, mais j'ai parlé très brièvement du potentiel du réseau au-delà des maladies infectieuses. Maintenant, j'aimerais connaître votre point de vue intermondial et toute votre expérience. Et dites-nous où se situe la valeur en dehors des maladies infectieuses. Bon, je regardais ce que nous avons. Nous avons l'étude des mesures de la santé au Canada. On le fait tous les 2 ans. Ça manque des données sur les personnes incarcérées, les gens dans les forces armées et ainsi de suite. Si vous posez une question, il faudrait attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir une réponse. Bon, je pensais en termes de maladies non infectieuses, des choses qui bon, il y a des perturbateurs endocriniens qui peuvent déranger, influer négativement sur la fécondité, les perchlorates et tout cela. L'enquête des mesures de santé bon, 99% de la population entre les âges de 3 et 79 avaient des PFAS dans leur sang. Ils sont omniprésents. Des règlements ont été adoptés, mais les niveaux n'ont pas beaucoup baissé. À ma connaissance, je n'ai rien trouvé un autre système de suivi qui regarde ça de façon spécifique. Alors ça, c'est un cas. Ces produits chimiques, il y en a 15 000 et de nouveau sont lancés tout le temps dans nos aliments, dans les cosmétiques, dans les vêtements, et nous n'avons pas réellement une compréhension des impacts possibles pour la santé humaine. Vous avez aussi mentionné le diabète, hein. Ça, clairement, c'est une préoccupation. Si on peut détecter des cas non diagnostiqués tôt, on pourrait aussi, on a parlé des eaux usées plutôt comme étant un signal précurseur. On fait des travaux pour essayer de voir si on peut regarder des maladies hépatiques. Est-ce qu'il y a des métabolites qu'on devrait étudier? Bon, et j'essaie de voir. Bon, il y a des biomarqueurs pour NCD, les contaminants environnementaux liés à notre façon de vivre, mais aussi il y a la crise climatique qui crée des conditions dans lesquelles telle ou telle substance est retenue plus longtemps dans les liquides. Bon, je pense qu'on pourrait présenter des arguments forts pour les maladies non infectieuses. On parle, il faut travailler fort en pandémie, mais il faut regarder plus largement ce qui affecte la population. Et quelque chose comme les maladies
pourrait aider à constituer un système de préalerte. Je ne saurais être plus d'accord. Merci Kate pour ce point de vue. Une dernière question parce que je sais qu'il y a une période de questions et que vous avez hâte d'en poser. Cherry, et qui a beaucoup d'expérience et surtout au Canada aussi. Sherry, pourriez-vous nous parler, bon, si on peut arriver jusqu'à 10 mètres, il y a beaucoup d'efforts. Les barrières qu'on voit maintenant qui limitent le potentiel d'Imanet vont être surmontées. Et quelles seraient les externalités qui pourraient surgir, qui nous permettraient de passer au travers de ces questions de partage de données et de protection de la vie privée et pour réaliser le potentiel qu'on voit pour le Canada? Bon, comme nous le savons, surtout à cause de Covid, les pathogènes ne respectent pas les frontières. Au-delà de nos frontières canadiennes, un réseau comme Himanet pourrait avoir des liens à d'autres réseaux de surveillance et de groupes de surveillance à l'échelle régionale et nationale. Et comme qui t'a dit, bon, on peut travailler sur les eaux usées, mais il y a eu un article sur les toilettes dans les avions pour détecter des choses auprès des grands voyageurs. Bon, si on a un système qui peut être en relation avec d'autres groupes internationaux et figurer sur les tableaux de bord, le Canada peut jouer un rôle plus important et être un intervenant plus actif pour informer les gens des tendances au Canada et connaître les tendances à l'étranger. Je sais de mon expérience aux Nations Unies, quand des Canadiens nous faisaient rapport en aparté, il y a quelques années, bon, on avait besoin d'un système de soumission d'informations numériques qui était plus rapide. Bon, on pourrait développer des normes ou des pratiques exemplaires pour garder le personnel formé. Bon, si on fait partie de ces, ou si on a des liens avec ces plus grands groupes, on pourrait partager, contribuer à des normes internationales et le Canada pourra avoir son mot à dire. Bon, il y a les partages de capacités, mais il y a aussi une contribution plus sérieuse à la recherche mondiale sur la santé, les signalements, les déclarations, et une base de données qui peut influer sur les changements de politique. Vous pouvez poser la question en quoi ça m'importe? C'est important pour la protection de tous les Canadiens en période de paix et en période d'urgence sanitaire. Mais au jour le jour, et Kate a mentionné quelque chose de frappant, la personne moyenne mange une quantité de plastique équivalente à une carte de crédit par semaine. Si c'est le cas au Canada, quel est l'impact? Ça, c'est bon, ça, c'est en plus des pathogènes qui peuvent bouger et changer si vite. Nous devons continuer à agir au niveau international. Et merci beaucoup, Sherry. Et je pense que le temps joue un rôle important là-dedans. Il ne faut pas attendre 6 ou 12 mois après la collecte. Il faut être rapide sur ses patins et savoir prioriser certaines analyses ou évaluations rapidement. Pour cela, il faut tout un travail antérieur qui aurait des dividendes, pas seulement pour Emenet, mais pour toutes sortes d'activités en santé publique à travers le Canada. Jonathan, est-ce que je peux ajouter quelque chose au niveau du temps opportun? Bon, on recommande 7 jours pour identifier un nouveau agent causal, 1 jour pour aviser et 7 jours pour lancer une réponse. Est-ce que le Canada est capable de le faire? Un réseau comme ça nous aiderait à avoir les mesures nécessaires pour y arriver. Oh. Oui, le 715, oui, ça c'est très intéressant. Tout à fait. Merci, Sherry. Nous allons maintenant ouvrir la période des questions et des réponses à moi-même et à tous les autres membres du panel. Bon, si vous posez une question que je n'aime pas, je me réserve le droit de ne pas y répondre ou d'y trouver un faux fuyant expert.
Eh ben, merci beaucoup. Bon, je connais les mots crédit et débit. C'est à peu près la limite de mes connaissances en finance. Merci beaucoup. Pour revenir à la question des maladies non communicables, c'est même ce que les Canadiens demandent, n'est-ce pas? On en a marre des infections. Qu'en est-il de mes maladies chroniques? Et bon, il y a un rapport à ce niveau-là, une relation. Mais je me demande, combien de contacts est-ce que Jiménez peut avoir avec les associations d'experts dans le domaine? L'Association canadienne du diabète, bon, CANH, bon, les regroupements en maladies hépatiques, parce que eux, ils ont des chiffres concrets sur ce qui pourrait être économisé. Et si on a des gens comme ça qui sont de votre côté et qui disent, vous voulez savoir ce que c'est que la valeur ajoutée? Et il ne faut pas seulement qu'ils l'entendent de Jiménez, mais aussi des associations, des gens qui mènent les recherches, qui sont prêts à collaborer avec vous. Alors, j'encourage Jiménez à communiquer avec eux, surtout que si nous savions comment réellement dépister les maladies hépatiques, on écraserait le système de la santé. Bon, un Canadien sur 4, peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait dépister dans le sang? J'aimerais bien le savoir. C'est pour ça qu'il faut parler aux experts. Sheila et moi, on en parlait avant. Et bon, c'est un grand défi de savoir qui il faut envoyer chez les hépatologues, alors qu'il y a déjà un délai d'attente de mois. Je ne sais pas comment c'est en diabète, mais les personnes responsables diront, ah, ce serait drôlement bien, mais ça va nous écraser. Alors attention à ce que vous risquez de trouver, mais en même temps, c'est bon, parce que ça incite les gens à investir plus dans la prévention du diabète. Mais en même temps, on vient d'identifier 20 000 nouveaux diabétiques. Oui, merci. Et tout ça est très à propos. Et nous n'avons pas eu de conversation explicite avec ces différents réseaux. Très bonne suggestion. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Bon, même quand on parle de la surveillance pour le VIH, randomisé ou non, quand nous avons ces conversations en Colombie-Britannique, on parle du lien avec les soins. Bon, ne me venez pas avec un programme de sérosurveillance et me dire que j'ai le VIH sans avoir quoi que ce soit à me proposer comme traitement. Alors, ça, c'est très important comme discussion. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu en tant que tel, mais en parlant de maladies émergentes de chroniques, et aussi, il y a eu beaucoup d'études financées par GITC qui il doit y avoir une valeur ajoutée. Bon, la valeur de la surveillance était notée quand nous n'avions pas beaucoup de tests PCR, mais avant, des études de surveillance indiquaient que quand il y avait plus de temps entre dose 1 et dose 2, on avait des titres plus élevés. Alors, indépendamment de tout le reste, c'était important. Alors, il faut avoir ces conversations avec la valeur ajoutée. Bon, anciennement, je travaillais sur la tuberculose et j'ai fait partie du groupe de la stratégie. On ne veut pas simplement courir après des tests. Arrêtez la tuberculose et ils disent que pour chaque dollar US qu'ils obtiennent, ils récupèrent 43 dollars. Ça, c'est leur énoncé. Quand on parle de récupérer les coûts, bon, on n'arriverait peut-être pas à 43 dollars, mais il faudrait dire ce que nous pouvons faire, pas seulement en faisant des tests de laboratoire, mais en créant un consortium qui offre un véritable soin de santé. Oui, la tuberculose, 1 sur 43 globalement. Ça dépend selon le fardeau au Canada. On n'arrivera pas à 1 à 40 sur 43. La difficulté avec notre réseau, j'ai commencé le projet en le regardant exactement sous cet angle. Que faut-il pour nous lancer et quelle est la valeur qu'on va aller chercher? La valeur est tellement diffuse
est difficile à nommer. Il faut une armée d'analystes capables de quantifier toutes les flux de valeur ajoutée. Bon, on utilise des scénarios, des cas d'utilisation, le diabète ou la diminution de l'immunité. Bon, voici le coût à encourir, mais voici les possibilités d'aller chercher de l'argent. Bon, si on traite le tuberculose, vous allez guérir et vous n'allez pas infecter d'autres gens. Si on ne fait rien avec les données, toute la valeur potentielle que ça représente est perdue. Et ça pourrait représenter des millions. Bon, je suis d'accord avec vous. Et je suis, bon, venez m'aider pour formuler ces arguments sur la valeur des investissements. Cessons de parler de tout ce qu'on pourrait faire. C'est difficile avec un réseau de surveillance plutôt qu'un réseau de traitement et d'intervention. Nous, on travaille sur l'information à ce stade-ci. On veut l'utiliser pour promouvoir des gestes en santé publique. La question est inaudible ou l'intervention? Inaudible? Oui. Et on ne l'a pas fait. Mais bon, c'est quand même 43 $. Et il faut peut-être, bon, il faut expliquer où vous pensez obtenir de l'argent et on peut avoir plus ou moins de valeur selon le cas. Oui, effectivement, il serait bon de sortir un livre blanc qui met en relief. Bon, au Kenya, un retour d'un investissement de 90 $, mais seulement 10 au Brésil. Oui, un programme international pour des moyennes, mais c'est beaucoup de valeur. Et c'est dommage que ce soit gravement sous-financé à l'échelle internationale. Mais je vais arrêter de parler de la tuberculose. Moi, je vais aller faire le commentaire qu'il faut absolument créer un réseau qui est capable de réagir rapidement, mais je veux aussi un réseau qui peut résister au temps. Un exemple. Récemment, il y a eu une nouvelle directrice sur l'alcool et j'ai récemment entendu qu'une façon de promouvoir la conformité est d'encourager les gens à boire des mocktails plutôt que l'alcool. Mais les mocktails contiennent beaucoup de sucre. Est-ce que c'est vraiment un substitut approprié? Bon, est-ce qu'on pourrait surveiller les taux de diabète à long terme? Bon, qu'on y pense. Oui, et j'espère que le biobank, bon, qu'on est en train de créer un système d'échantillonnage. Si on obtient un spécimen de la personne X dans le système, on mettrait en biobank des échantillons pour pouvoir suivre d'autres tendances. Je vois Tim au micro, ça me rend nerveux. Ah non, non. En tant que scientifique complètement raté, je bifurque toujours du côté de l'économie. Mais vous avez indiqué toute une série de valeurs ajoutées. Mais il y a une chose que vous n'avez pas ajoutée. Dans la mesure où, bon, il faut une maturité pour aller chercher de la valeur, ou chercher la valeur, des fois, on ne se rend pas compte de la valeur de la ressource que vous avez créée tant que personne ne l'a pas vue 5 ans plus tard et fait de la modélisation en cinétique et s'est rendu compte que c'était une percée, même si ce n'était pas l'objectif au départ. Dans ce contexte, Jonathan, il serait intéressant de savoir comment vous escompterez la valeur à l'avenir. Est-ce que les taux d'escompte qu'on utilise en économie sont appropriés ou dans le contexte des escomptes environnementaux, il faudrait utiliser un taux d'escompte négatif? C'est une question qui relève de l'économie, certes. Bon, une deuxième dimension qu'on pourrait regarder, c'est le coût de l'inaction. Il y a deux aspects.
qui sont importants. Il y a un coût associé. Bon, le coût de l'inaction signifie le temps qu'il nous a fallu pour créer ou pour avoir une vision pan-canadienne de ce qui se passait dans une urgence. Ça, c'est un coût. Ça a été malhabile et coûteux. Et on dispose de données réelles. Si on exploite les leçons à l'avenir et qu'on devait faire face à l'avenir à une telle situation, nous pourrions, au niveau du temps et des coûts, parce que nous avions fait des investissements, on pourrait montrer ça comme une dimension du coût de l'inaction. Mais vous avez mentionné quelque chose qui est moins spécifique à nous en tant que réseau, mais qui est lié au contrefactuel. Comment fait le Canada, comment est-ce que le Canada fait de la surveillance maintenant? C'est quand même important parce que le coût de l'inaction, du fait qu'on continue avec une approche très fragmentée, d'une maladie particulière ou d'un enjeu particulier, vraiment une surveillance limitée. Bon, et si on dit qu'une partie de la valeur de ce que nous proposons, c'est que nous allons pouvoir être plus efficaces, je pense que cette comparaison vaut la peine d'être poursuivie. Et je suis impressionné que vous ayez obtenu autant de données. Et voici mon dernier commentaire là-dessus. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'analyses de coûts-avantages au cours de ma carrière. La plupart de ces analyses sont liées à la tuberculose ou à d'autres sujets. Il y a peu d'études d'efficacité coût en santé publique de la surveillance active. Et pour moi, une partie de ce que vous pourriez proposer comme point d'entrée, c'est qu'on souligne les contraintes des ressources et le retour de l'investissement. Il faudrait l'appliquer de façon plus systématique qu'on le fait d'habitude en santé publique. Et ce serait bien, surtout avec les transitions de gouvernement et quand les budgets sont de plus en plus examinés à la loupe. Si on valorise ces choses de telle manière qu'on peut dire, si on veut que ce soit plus efficace et que ça génère plus de valeur et plus de surveillance au Canada, et aller de 74 plateformes à 7, par exemple. Voici ce que nous pourrions faire et voici ce qu'on pourrait obtenir comme rendement de l'investissement, tellement plus efficace par rapport au coût que ce qu'on fait maintenant. Bon, j'ai expliqué en long pourquoi je suis d'accord que vous devez continuer dans ce que vous avez déjà fait. Bon, le temps est épuisé. Rapidement, je répondrai. Bon, sur que se passerait-il si on avait eu ça en COVID? Kate et moi avions parlé de ça. Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en Colombie-Britannique à partir des données de la Colombie-Britannique? Bon, en temps de paix, je pense que je vais devoir envoyer quelques courriers à la fac pour aller chercher des renseignements et peut-être à tous les ministères de la Santé de toutes les provinces pour voir combien ils dépensent sur la surveillance. Ici au Québec, si vous pourriez me dire qui fait de la surveillance de la tuberculose, je serais très reconnaissante. C'est peut-être quelqu'un ici à Montréal qui l'a fait pour toute la province. Bon, je suis d'accord pour le rendement de l'investissement. Si on pouvait le faire pour les interventions publiques, ça changerait la donne. On ne l'a pas fait parce que c'est compliqué.
Mais si la recherche était facile, tout le monde le ferait. Ça vaut la peine quand même. J'ai volé ça à Madeleine Tour de McGill. Je ne peux pas m'en approprier ou m'en attribuer le crédit. D'autres commentaires du panel? Okay. Yeah. I'll use my moderator prerogative to go over time. She can talk. You can tell her to unmute. Yeah, you can unmute and ask. Oui. Mettez votre micro en fonction et posez votre question. Ah, peut-être qu'elle ne nous entend pas. Non, maintenant je vous entends. Bon, d'accord, merci. Une suggestion. Peut-être que nos collègues... Cette intervention est inaudible pour l'interprétation. Il y a trop de distorsion dans le son. No, great idea. Thank you. Merci. Bon, j'aimerais remercier les membres du panel ainsi que vous tous et toutes pour votre attention. Je pense que je suis censé passer la parole à Tim, qui va nous retenir encore une autre heure. Merci. Bon, d'accord. J'arrive pas à résister. Il y a résister à vous faire un commentaire sur la détection précoce. Et ça a trait à la variole simienne, la mpox. C'est la question de détecter des choses qui sont peut-être un problème plus important au sein du système. Le spécialiste de l'information du CDC américain était avec nous à l'université à l'automne dernier. Et puis, elle a fait beaucoup de recherches au sujet de la variole simienne aux États-Unis. Et oui, les hommes qui ont des relations homosexuelles, sont à risque, mais ce sont les hommes de race noire et les hommes bisexuels aux États-Unis qui sont le plus à risque parce qu'ils ont un VIH non diagnostiqué. Donc, il y a ce problème. Il y a tout ce groupe de personnes et personne ne s'aperçoit de leur situation. La santé publique n'est pas du tout au courant de ce phénomène-là. Et il y a cette corrélation dans cette étude qu'elle nous a montrée. Et tous ces gens-là, leur situation est inconnue des gens de la santé publique. Donc, il faut attirer l'attention sur toutes les choses qui nous manquent. Parce que si on a une image fidèle de l'état des choses au sein de la population générale, il faut vraiment voir. Ça dépend beaucoup de ce qui entre en clinique et qui est diagnostiqué, qui est dépisté. 20% de notre population n'a pas accès à un fournisseur de soins de santé privé. J'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui a vécu aux États-Unis et en Suisse et au Royaume-Uni depuis 3 ans. Et dans chacun de ces pays, il n'a pas pu se trouver un médecin de famille, un médecin de soins de première ligne. Dans chacune de ces entités-là, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse. Ce sont des ressources qui nous aident à comprendre certaines problématiques qui sont finalement des systèmes délibérément construits comme ça. On est censé activement faire appel à ces systèmes-là, mais ces systèmes-là ne nous aident pas. Alors ça, c'était mon petit commentaire en éditorial. Merci beaucoup pour cette formidable première journée. Nous avons eu Laurie, qui est là à l'aéroport. Elle est en route pour venir se joindre à nous. Et j'espère que Claire va vous offrir tout le soutien que mérite la Saint-Valentin. Mais merci d'avoir fait un si grand effort aujourd'hui.
Et bon, remercier les membres de votre famille qui probablement sont privés de votre présence, ou dans certains cas, comme le mien. Bon, ça, ils trouvent ça très bien, mais je suis certain que la plupart d'entre vous, vous manquez à votre famille. Demain, nous commençons à 8 heures. Soyez à l'heure. Nous avons Maria Van Kerkhove de l'OMS qui va nous donner une idée du monde de la sérosurveillance du point de vue de l'OMS. Et contrairement à la plupart des bureaucrates de l'OMS, elle a une longue expérience en sérosurveillance, une expérience de longue date. Donc, ça devrait être une belle façon de lancer notre journée. Et donc, nous vous attendons à 8 heures pile. Il y aura des choses à manger dès 7h15, 7h15. Vous pourrez déjeuner pour que votre niveau de glucose sanguin soit en bonne forme. Alors, on se voit demain matin et bonne soirée.